Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre opinion sur votre chaîne préférée, Diama TV. Selon l'ancien président américain, Abraham Lincoln, il aurait déclaré que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et souvent, ce principe, la souveraineté appartient au peuple. C'est lui qui doit choisir ceux qui doivent le gouverner. La question que l'on s'interroge à ce fait, est-ce que ce principe démocratique est transposable dans le contexte politique guinéen? À cet égard, les observateurs, les élites, les intellectuels guinéens prétendent que la démocratie guinéenne est plutôt caractérisée par l'arrestation arbitraire, la parodie de justice et le tripatouillage de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Et pour en parler, nous avons donc décidé de recevoir M. Siradio Diallo. Il est le président du parti politique très important, la Nouvelle Génération pour la Vision guinéenne. On va l'interroger et va donner évidemment sa conception par rapport à ce régime politique qui est la démocratie. Bonsoir monsieur. Et bonsoir monsieur Sissi. Merci d'être venu sur le plateau de Diama TV. Et merci pour l'invitation. Alors cela dit, je vous rappelle le 21 septembre, le général Mamadi Doumbouya, puisque c'est lui qu'il s'agit, il a eu l'opportunité, en tant que chef de la junte guinéenne, de s'adresser à ses pairs via l'Assemblée nationale, l'Assemblée des Nations Unies. Il s'est exprimé ainsi. Je le cite. Le modèle démocratique insidieusement et savamment imposé à l'Afrique en dénonçant les règles obsolètes. Alors vous, c'est peut-être qu'on ne sort pas du sujet, puisqu'il a une telle vision par rapport à la démocratie, à la place de cela, puisqu'il critique aujourd'hui la démocratie qu'on exerce, qu'est-ce qu'il nous propose en Guinée? Bon, nous allons prendre... D'abord, merci pour l'invitation et on tient à vous féliciter pour ce que vous faites pour la nation guinéenne. On vous suit de loin et partout où on est, que ce soit à Dubaï, aux États-Unis, dans le Burkina, on vous suit de près. Sachez que les Guinéens sont vraiment fiers de vous. Merci. Pour ajouter de cela, vous savez, on va prendre au-delà de la Guinée-Conakry. Okay. Prenons juste la sous-région. Nous savons comment est-ce que les régimes ont été renversés. Prenons le Burkina, le Mali, le Niger. Il y a un système qui est là. Un système très important, un système très influent. Un système très influent qui est là. Donc, il y a eu ces régimes qui est là aujourd'hui. Ils ont tout fait pour changer la constitution. Ils veulent insérer un nouveau système de démocratie. Et ce nouveau système, c'est la nouvelle génération. Quel que soit Y aujourd'hui, la nouvelle génération africaine a besoin des nouveaux leaders. C'est pour cela qu'il s'appuie sur ce concept-là, le panafricanisme. Exactement. Donc, ça, c'est pas seulement en Guinée. Dans toute la sous-région que j'ai effectuée, je sais un peu qu'est-ce que la jeunesse a besoin. Aujourd'hui, on sait le Burkina, comment ça se passe. Le Niger, on a vu toutes les clics et claques, comment ça se passe aussi, y compris le Mali. Donc revenons un peu chez nous. Le général a fait une annonce très importante. Une annonce qui explique l'histoire de la Guinée. Une annonce qui lance la Guinée dans une nouvelle dynamique. Et cette histoire, c'est à lui maintenant de la concrétiser. C'est à lui de prouver qu'il c'est une grande personnalité. On lui propose de sortir par la grande porte. Et jusqu'à preuve du contraire, on espère, et je sais qu'il ne reste que quelques temps, mais on espère qu'il va tout faire pour sortir par la grande porte.
Parce que nous savons la stratégie qui est menée, les experts qui sont là, qui luttent pour qu'ils continuent dans ce... qui veulent le faire dérailler surtout, si vous comprenez. Mais je suis sûr et certain que le général va dire son dernier mot. Alors, il va dire son dernier mot. On va voir s'il va le matérialiser le 31 décembre, Exactement. date à laquelle on va devoir solliciter les Guinéens à voter cette nouvelle constitution, soit oui ou non. Alors, vous avez dit, il a annoncé, cette annonce-là, ça a provoqué une expérience. Ça a provoqué un espoir très important. Lorsqu'il vient d'arriver, le 21 septembre 2021, de cette date à nos jours, est-ce qu'il a quand même réussi, partiellement ou totalement, à pouvoir matérialiser cela? Parce qu'on a entendu, dans la foulée, parler de la refondation de l'État. Est-ce que, quand vous regardez aujourd'hui le contexte politique, le contexte social, économique, est-ce qu'il a quand même réussi à matérialiser cette vision-là? Bon, nous allons prendre le côté des mines, surtout. Oui. Vous savez, la Guinée est le premier pays, on peut dire, certains disent deuxième, mais nous, on sait que c'est le premier pays qui possède le plus de bauxite dans le monde. Aujourd'hui, nous, on exploite plus de 80 millions de tonnes. Ce que nous avons souhaité, et c'est ce que le général est venu faire ça, on le félicite, pour qu'il y ait des usines, des raffineries qui peuvent créer des emplois, des millions d'emplois. Et ça, ce côté, on le félicite parce qu'il a fait les grands combats avec toutes les grandes entreprises du monde qui sont installées aujourd'hui en Guinée. Comment installer les grandes raffineries en Guinée et qui va tout transformer là. Monsieur Diallo, avant de continuer, vous parlez de la raffinerie. Oui, c'est une belle perspective, mais néanmoins, pour que cela soit possible, il faut que nous ayons le courant. Il se trouve, malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas de courant en Guinée. Dans ce cas, comment peut-on procéder à la raffinerie? Vous savez, c'est deux choses sont contraires. Ouais. On parle de la raffinerie, c'est vrai, ça demande du courant. Et ce courant, on est capable de produire ce courant. Les barrages qui sont là ont été mal gérés. C'est un fiasco. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je sais de quoi je parle. Je vais vous raconter une petite histoire, une anecdote. Je vais juste anticiper un peu le débat. Il y a le bateau qui est déjà là. Oui. Est-ce que vous comprenez? Il y a un bateau qui vient d'arriver, qui va fournir 115 MW à Conakry. Le bateau courant. Le bateau courant, le bateau turc courant. Ok. Vous savez, le bateau a été au premier. C'était temps d'Alpha Condé qui l'avait fait venir en 2020. Et ensuite, avec toute la mauvaise gestion, il est reparti. Maintenant, le général a fait venir le bateau. Le bateau va fournir 115 MW. Ok. Donc ça c'est déjà réglé. On va voir maintenant. Vous savez, vous voyez ici. Vous voyez, c'est ça la Guinée. Ok. On vit de ça en ce moment là-bas parce qu'on n'a pas le courant. Donc c'est pour vous dire que je viens de la Guinée. C'est triste. Effectivement. Tout récemment, j'étais en mission à l'intérieur du pays pour installer quelques bureaux à l'intérieur du pays. Je suis quitté à Kindia. Après Kindia, je suis venu entre Télémilé et Kindia. J'ai trouvé des populations qui ont été délocalisées, qui ont été logées là. Je comprenais. Je suis venu, on a passé, on les a salués, j'ai prié là. Et quand on est arrivé, on a fini notre mission à Télémilé. En revenant, le camion, la voiture qui est là, il s'est éteint. Le camion, la 4x4 qui était avec moi, s'est éteint là. Ah, Monsieur Diallo, vous venez de dire, quand les Guinéens apprennent, ceux qui sont là, et ceux qui sont en Guinée apprennent, peut-être que c'est une information fraîche, Exactement. que le bateau courant vient de coster Surtout. au port autonome de Conakry, Oui. qui va desservir en électricité tout Conakry, tout Kaloum, bref, toute la Guinée. Alors, 115 mégawatts, est-ce que ça va desservir le Conakry? Il y a un besoin criard qui est là, Non, je vous en dis, termes d'électricité. le bateau qui est là, Oui. il va desservir la ville de Conakry, 100 mégawatts. On attend de voir. C'est eux qui ont. C'est le directeur général qui a fait cette annonce. De EDG. EDG. Oui. Le bateau est là où je vous parle, c'est une information que je partage avec vous à l'instant T. Oui. Le bateau est là. Mais l'histoire qui est. Je vais vous dire où le problème est. Tant que les gens ne sont pas indemnisés, les gens qui ont été délogés dans le barrage de Kaleta, Oui.
j'ai été dans ce barrage, j'ai vu comment est-ce que ça se passe. Les habitants de ce village m'ont dit carrément, tant qu'ils ne sont pas régularisés, c'est impossible que nous allons avoir le courant à Conakry. Je les ai dit, mais pourquoi? Ils m'ont montré, effectivement, il pleut chaque jour à Conakry, mais les barrages ne sont pas remplis. Si vous comprenez. Donc, l'État, au lieu de dépenser 8 à 10 millions de dollars par mois, pourquoi moins de 1 million de dollars peut régler cette famille? Mais donc la population de cette localité n'étant pas satisfaite, exactement, elle se permet de boycotter le barrage. Surtout, boycotter mystiquement, si vous comprenez. Vous savez, quand le citoyen est heurté, il fait face à Dieu. J'ai été dans ce barrage, je vous dis. Mais c'est important ce que vous dites là. Ça, je l'ai vu dans mes propres yeux et ils m'ont fait comprendre. Mais est-ce que l'autorité guinéenne, surtout le gouverneur de cette localité, le préfet, les chefs de quartier, chefs de district, est-ce qu'ils entendent la doléance, la préoccupation justement de cette localité-là? Je les ai demandé, je les ai posé la question, ils m'ont dit qu'ils ont tout fait. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu gain de cause. Et aujourd'hui, tant qu'ils ne sont pas satisfaits, nous n'allons pas avoir le courant. Mais rapidement, mais ce barrage hydroélectrique et le courant et le bâton courant ne sont pas liés. Je suis totalement d'accord. Oui. Maintenant, je les avais même proposé, ils disent, au cas où nous aurons un bateau à Conakry, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont souri. Ils disent que je laisse pour eux à Dieu, mais c'est le terrain qui commande. Est-ce que vous comprenez? Tant qu'ils ne sont pas réglés, ils ne sont pas indemnisés, c'est totalement, on ne peut pas avoir le courant. Ils sont fermes là-dessus. Oui, la caméra s'il vous plaît. Donc, malgré l'arrivée de ce barrage, de ce courant, j'allais dire, de ce bateau courant, oui. Est-ce que dans quelques jours, dans quelques mois, les Guinéens qui souffrent aujourd'hui énormément parce qu'ils sont dans l'obscurantisme, ils sont dans le noir, quasi total, oui. Est-ce que la population guinéenne sera satisfaite? Bon, on attend de voir parce que le bateau vient juste de coster. Cela ne dépend pas de l'arrivée. Bon, ils ont dit que le bateau c'est la solution. Ça dépend plutôt de la gestion du courant. Bon, vous savez... Est-ce que ils ont pu recruter? Est-ce que Mamadi, depuis que la dernière équipe qui gérait le EDG, après leur départ, les personnes qu'on a nommées tout récemment, elles ont la probité morale? Est-ce qu'elles sont sérieuses? Est-ce qu'elles sont compétentes pour faire en sorte de desservir des Guinéens en électricité? Et vous savez d'abord, le Guinéen, en un mot, le Guinéen ne paye pas la facture de courant. C'est le seul pays au monde, à part le Qatar. Le Qatar, on sait pourquoi. Mais il y a de la part de la responsabilité, de sensibiliser. Le Guinéen ne paye pas le courant. Ça on ne peut pas discuter dessus. Le deuxième problème est que les installations qui ont été faites dans la nouvelle installation, oui. elles ne sont pas totalement finies. Okay. Mais on attend de voir EDG si ils vont nous fournir l'électricité. Vous savez, il pleut, il y a l'inondation. On dit c'est l'eau qui manque. Aujourd'hui, il y a la pluie. Donc bientôt, on va interrompre l'interconnexion qui s'est passée entre Dakar et entre le Sénégal et la Guinée. Je vais vous rappeler, je vais vous donner un secret aussi. Vous savez, le Sénégal, c'est un grand pays. Oui. Et le Sénégal aussi a loué un bateau. Et c'est ce bateau-là, c'est ce bateau turc qu'ils ont loué, oui. C'est ce courant-là qu'ils nous vendent. Tout récemment, je ne sais pas si je mets les chiffres, c'est 117 milliards, ou bien c'est 111 milliards, ou bien c'est 17 milliards de francs CFA. Je ne sais pas combien qu'ils ont payé à l'État sénégalais concernant le courant. Pourquoi pas nous allons trouver la solution? Surtout, on est bientôt en 2025. Pourquoi ne pas trouver la solution? Tout dépendra de la gestion de ce courant. Alors, cela dit, on va continuer, on va fermer cette parenthèse-là pour continuer sur notre débat qui porte sur l'état de la démocratie en Guinée et en Afrique. Alors, vous avez dit que Mamadi Doumbouya, dès son arrivée, il nous a fait une annonce qu'il va essayer de nettoyer. Et pour ce faire, il va au fond de l'État. Alors, on s'aperçoit dans les faits, dans la réalité, ce n'est pas ce qu'on voit. On voit le musulman de la presse, l'atteinte à la liberté de la presse qui s'illustre par la fermeture des médias dont l'audience est très élevée, Espace TV, Guema, etc. Et même l'arrestation arbitraire de Founike Mengue. On a vu la mort mystérieuse. Le numéro 2 du CNRD, en l'occurrence Sadiba Koulibaly. Comment expliquez-vous cela? Est-ce qu'il n'y a pas un écart, un hiatus
entre l'annonce et les faits, M. Gallo? Bon, je pense que l'annonce et les faits sont totalement différentes. Et comme vous pouvez le constater, nous avons vu nos collègues qui ont été enlevés jusqu'à preuve contraire. La justice est sortie, ils ont dit vraiment qu'ils ne savent pas où ils sont. Ils ont vérifié dans toutes les prisons, ils ne savent pas où c'est Fonike Mangué et Biloba sont. Mais c'est gravissime quand ça vient du procureur général. Exactement. Qui dit qu'il n'a pas pu retrouver, qu'il a vérifié tous les prisons dans les établissements pénitentiaires qu'ils n'y sont pas. Qu'ils ne sont pas. Ça, c'est inexplicable. Donc cela laisse penser que nous, les Guinéens, vous, quasiment tout le monde en est en sursis. Je vous assure, ce qui se passe en ce moment en Guinée, c'est du jamais vu. Si vous comprenez, comment est-ce qu'on peut enlever 2 personnes, ou bien on peut enlever certaines personnes, et que l'État ou la justice ne disent qu'ils ne savent pas où ces individus se trouvent. Ça, c'est inexplicable. Et la colère, la peur ne fait que exacerber. Parce que tout récemment, on a entendu le propos du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawa, effectivement. Les adultes aussi peuvent disparaître. Vous savez, aujourd'hui, la presse est totalement éteinte en Guinée. Nous savons, tous les médias, la plupart, la quasi-totalité des médias qui regorgent minimum 80% de l'auditoire sont totalement, ils sont muets aujourd'hui. Bon, nous savons que nous demandons aussi à l'État de faire l'effort parce qu'on sait, la démocratie, c'est d'abord les médias. Donc, on appelle cette doléance pour que l'État fasse son mieux. Moi, le seul message que j'ai au président Doumbouya concernant les médias, il ne faut pas qu'il écoute son entourage. Si vous comprenez. L'entourage te mène toujours dans le mauvais chemin, la plupart. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Et le général Doumbouya peut sortir par la grande porte. Il est au bord du précipice. Exactement. Aujourd'hui. Il peut sortir par la grande porte. Ouais. Il peut aller se préparer et revenir. Il va sortir, comme il peut être candidat. Et les Guinéens qui sont pour vont voter pour lui. Il ne faut pas qu'il écoute son entourage pour qu'il fasse un forcing. C'est tout ce que je peux lui dire. Parce qu'on sait comment ça s'est passé, l'ancien régime. Donc, c'est ce message que je peux lui dire concernant Alors, ça. le message là, dans ce message, il y a un élément très important. Le Mamadi Doumbouya, il ne faut pas qu'il écoute son entourage, mais plutôt tenter de partir et revenir et éventuellement porter sa candidature. C'est ce qui me permet à vous poser la question par rapport à l'avant-projet de la nouvelle constitution présenté, élaboré par le président du CNT, le Conseil national de la transition, qui fait office du Parlement, en l'occurrence Dansa Kourouma. Et dans l'avant-projet, il y a des dispositions qui ouvrent un boulevard à Mamadi Doumbouya, en l'occurrence la candidature indépendante. Est-ce que ça donne possiblement Je vais vous aider concernant ça. Oui. Le problème est que on dit l'avant-projet. Oui. Elle n'est pas encore. C'est-à-dire la constitution n'a pas encore été élaborée. On dit l'avant-projet. L'avant-projet, non, c'est pas encore validé. Exactement. Par le référendum. Exactement. On est d'accord là-dessus. Exactement. Oui. Nous avons été à la CNT, on sait comment ça se passe, on voit un peu les bisbilles, parce que tout est confidentiel là-bas. Et aujourd'hui, pour avoir même accès à ça, c'est un site internet qui est là. Pour entrer, il faut donner toutes les informations plus de 4 fois, 5 fois avant que tu aies... Ce qui est visible dans l'avant-projet, c'est le préambule. Exactement. C'est quasiment l'esprit de la Constitution. Voilà. Mais regarde dans cet avant-projet-là, d'ores et déjà, ceux qui le proposent. On a parlé de l'âge, 35 au minimum, 80 ans au maximum. Oui. On parle le bicéphalisme, c'est-à-dire que une institution parlementaire a 2 têtes. On a le Sénat et le Sénat et l'Assemblée. Et on parle aussi la double nationalité, le système de parrainage. On n'a jamais vu ça, c'est historique. Maintenant, ça, je vais essayer de vous aider. Oui. Le système de Sénat, ça c'est, on peut dire, ce sont des postes inutiles. Oui. En tant que Guinéen, moi je peux le dire. Il y a une assemblée qui est là. Pourquoi créer un Sénat encore? Quel est le rôle? Non, soyez sérieux quand même. Il y a des députés. Oui. Il y a les conseils communaux. Il y a les élus qui sont là. Il y a les maires. Mais les Sénats, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si ce n'est pas un système, on sait comment ça marche. On a vu des Sénats qui sont dans certains pays ici, qui ne font que manger du bien, et puis ils font du n'importe quoi. Mais c'est une institution budgétivore. Je vous assure, oui. Ce sont des postes... C'est pour récompenser. Exactement. Des postes inutiles, on peut le dire. Oui, mais c'est pour compenser. Ce sont des postes inutiles. Oui, mais donc, c'est pour compenser.
Moi, ce que je peux dire concernant ça, ce sont la CNT, la CNT est en train de travailler, mais on les conseille de revoir la situation. Alors, en projet, on va terminer par ça. Puisque vous êtes président d'un parti politique très important, la nouvelle génération pour la vision guinéenne, est-ce que c'est pas un blocage pour vous qui prétendez porter votre candidature lors de l'élection présidentielle, d'abord bien avant l'élection locale? La double nationalité. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas un blocage? Et même le système de parrainage, est-ce que c'est pas un blocage pour vous? Bon, ça on peut dire c'est un blocage. Parce que même l'âge, oui. Pourquoi prendre jusqu'à 35 ans? Pourquoi? Oui. Non, moi là je suis contre. Si quelqu'un veut gouverner le pays, il y en a des gens qui sont devenus présidents à l'âge de 30 ans. Pourquoi ne pas rabaisser? On dit qu'il faut encore 80 ans. Bon, 80 ans, on dit quand quelqu'un a 75 ans, 80 ans, ouais. il est un peu stable. On peut comprendre. Mais on peut laisser les candidats libres. Toute personne que les Guinéens ont confiance, toute personne qui a un projet de société convaincant, ouais. Même s'il vient de Yomo, qu'il vient de Sigri ou de Mali, Mbérén, etc. S'il est prêt à postuler, pourquoi ne pas le laisser? Il va compétir. Mais faire un système, d'un système favorable, un système favoritisme, pour dire oui, on fait ces articles-là parce que ça peut bloquer certaines personnes au profil d'autres personnes. Cela va tout changer un jour. Ça ouvre l'opportunité à d'autres. Exactement. Ouais. Exactement. Parce que ce sont des propositions. Comme on dit, c'est l'avant-projet. Bon, certains observateurs disent que ça ouvre une opportunité à Mamadi Doumbouya. Ouais, l'article 46. On devrait l'évoquer dans l'avant-projet. Exactement. L'article 46 oui. De la Constitution, de la transition, oui. Et la charte plutôt, oui. On sait très bien qu'elle interdit oui. le gouvernement, les membres du gouvernement, oui. Tout le monde de ne pas se représenter. Et le président l'a retiré. Exactement. Il dit, ni moi, aucun membre de mon gouvernement. Si vous voyez aujourd'hui le système, voilà. Si vous voyez à l'élection locale, ni à l'élection présidentielle. Si vous voyez aujourd'hui le système est très simple. Quand on voit un peu le réseau, comment ça marche, il y a la délégation spéciale qui remplace les conseils communaux ou les anciens maires. Même si, c'est vrai, ils ont exercé la totalité de leur mandat, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut les remplacer. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous voyez du chef de quartier jusqu'aux délégations spéciales, inversé le mécanisme. Tout est inversé, tout est à un seul contrôle. Mais ça, c'est très dangereux. On a l'impression de revivre le régime de ça, c'est très dangereux. Condé, parce qu'à un moment donné, on a vu Alpha Condé remplacer les maires élus par la délégation spéciale. Exactement. Ce qui est très dangereux. Écoutez, nous avons soif de travailler dans ce pays. Nous n'avons pas de route. Ce que vous devez savoir, M. Sissi, nous n'avons pas de route. Si vous prenez aujourd'hui de Kabélé à Boké, il faut faire presque toute une journée. C'est un calvaire, pas possible. Si vous prenez les routes nationales, pourquoi ne pas faire des autoroutes? Nous avons la capacité. Nous avons des correspondants qui peuvent nous construire des autoroutes à péage dans notre pays. Nous avons 6 frontières. Aujourd'hui, le Guinéen se déplace. On a un système de transport qui peut créer un développement rentable et ça on est capable de le faire. Pourquoi ne pas proposer? L'État ne débouche pas même 1 franc. Il suffit juste d'envoyer des grandes sociétés et ces sociétés peuvent nous faire des grandes autoroutes sur toute la République de Guinée. Mais pourquoi ne pas opter pour ça? Mais vous voyez, aujourd'hui nous n'avons pas de route. Le courant, on sait comment ça marche, on n'a pas d'eau. Le pays a plus de 1200 cours d'eau en République de Guinée. Nous sommes capables, c'est-à-dire on alimente plus de 400 millions d'habitants en Afrique ici. Parce que ce fleuve-là va jusqu'au Tchad. Mais pourquoi nous sommes toujours en retard? Pourquoi ça ne marche pas jusqu'à présent? Pour répondre à ça, c'est la raison pour laquelle Thierno Moule Nembo, je le cite, les Guinéens ne savent rien d'autre que fabriquer les dictateurs. Dès que tu arrives, on t'applaudit et même les intellectuels applaudissent. Exactement. Donc vous avez votre part de responsabilité. Un intellectuel qui applaudit est un criminel, selon Thierno Moule Nembo. Oui. Son arme, c'est l'esprit critique et l'analyse lucide des choses. Pourquoi vous ne travaillez pas
dans cette perspective-là, M. Diallo? On peut le faire, mais vous savez Vous avez aujourd'hui... votre part de responsabilité. Oui, je suis totalement d'accord. Voilà. Mais quand on indexe une personne, il faut savoir que ceux qu'on indexe font partie, mais nous sommes tous responsables. Aujourd'hui, à moins de 5 ans, moins de 10 ans, si nous optons pour le développement de ce pays, nous pourrons le faire. On peut être l'une des premières puissances de l'Afrique. On peut le faire parce qu'on a toutes les ressources qu'il faut. Vous savez, M. Sissi, la Guinée a tout ce qu'il faut. Les ressources naturelles qu'il faut. Mais pas des ressources humaines. Non, les ressources humaines, sachez qu'aujourd'hui, en Guinée, on est prêt à faire tomber. Vous savez, le Guinéen a un problème de 3 catégories. Il y a ceux qui rêvent toujours qu'un intellectuel ait des problèmes pour qu'il soit honny. Le Guinéen aussi, la plupart de certains Guinéens, quand une personnalité qui est intelligente, c'est-à-dire un patron qui chute, ça aussi, certains Guinéens apprécient ça. Aujourd'hui, le Guinéen ne crée pas des jeunes qui sont capables de changer la donne. Si vous prenez aujourd'hui une personne qui vend des beignets aussi, vous l'envoyez aux États-Unis, en moins d'1 an, il devient l'un des PDG les plus importants là-bas. Parce que l'Amérique, ils savent mettre une personnalité en valeur. Mais en Guinée, la plupart d'entre nous, on lutte pour combattre son propre frère. Et c'est là le vrai problème. Alors, vous êtes responsable politique. Moi, je vous vois quasiment partout sur le terrain, auprès de nos mamans, auprès de nos soeurs, auprès des jeunes, même dans les villages, dans les fonds fins. Je vous vois partout. Vous êtes très près. Exactement. Donc, vous connaissez la mentalité, l'état d'esprit, la culture quasiment de ces gens-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer l'état, la donne? Vous venez de le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire changer? Quel est le déclic pour faire changer cette mentalité-là, qui ne fait que durer depuis le temps de Sékou Touré? Je suis totalement d'accord. Merci pour ça. Vous savez, j'ai fait toutes les préfectures de la Guinée, minimum les 26 préfectures, je les ai fait, quelles que soient les sous-préfectures. C'est la population qui m'invite. Ils disent qu'ils ont besoin de mon expérience. J'ai dit, OK, quand je viens, ils me proposent les problèmes. Moi, j'opte pour une formation. Si tu es agriculteur, je t'envoie des experts. Je travaille avec des cabinets qui sont experts, qui te forment dans ton domaine. Si tu es électricien, si tu es maçon, tu sais construire, c'est vrai, mais on va moderniser ta capacité pour que tu puisses créer des rentabilités. Et c'est ça mon projet de société. J'ai formé des milliers de personnes. Aujourd'hui, il y a des rentabilités. Ces communautés qui sont très reculées de la Guinée, qui créent des emplois, qui créent non seulement des développements dans leur propre district, dans leur propre village. Et ce qui fait, ils m'appellent souvent de venir constater les faits. Si vous voyez aujourd'hui, quand une communauté fait une association, c'est-à-dire des ressortissants font une association, ils ont prenons 100 millions ou 200 millions, ils ont ça dans la caisse. Comment faire pour travailler? Certains d'entre eux prennent ces 100 millions ou 200 millions, construisent une mosquée de 500 millions. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir là? Chacun rêve pour avoir une mosquée. Ouais. Maintenant, le problème, c'est quoi? On peut construire une mosquée. Prenons un exemple, ils ont 1 milliard dans leur caisse. Moi, je viens, je les calcule, ils prennent 100 millions ou 50 millions, ils font une mosquée. Parce qu'une sous-préfecture qui n'a pas 200 personnes, si tu construis une mosquée d'1 milliard ou de 2 milliards qui contient 10 000 ou 20 000 personnes, mais ça, c'est une perte. On peut construire une mosquée qui est capable, qui va avec. Maintenant, le reste d'argent, on crée une formation, on crée des entreprises et on crée un développement, on crée des emplois et la population crée non seulement la rentabilité, ce qu'ils ont investi. Donc c'est ça mon projet de société. Mais est-ce que les conditions sont créées justement dans ces localités-là pour permettre ainsi à ces jeunes-là d'accéder à la formation, de se former? Est-ce qu'il n'est pas aussi envisageable d'implanter des usines là-bas? Oui, ce sont ces usines. Voilà. Est-ce que vous savez, ce sont ces usines, quand ils ont un certain moyen, j'essaie de les apporter la technique. Où je prends des cabinets qui quittent à l'extérieur, qui travaillent avec moi, je parle avec eux, ou bien on fait une formation en distance. Je leur montre comment faire. Ils deviennent autonomes. S'ils veulent créer des usines, on crée une usine là, une usine de transformation, et c'est ça en train de changer. Mais aujourd'hui, les gens veulent ces gens. Vous êtes seul. Je suis seul. Ouais. Mais vous ne pouvez qu'aider qu'une minorité. Exactement. Mais une masse de jeunes qui sont en besoin. Il va falloir évidemment l'accompagnement, le suivi, l'accompagnement de l'État, soit par un accompagnement financier, matériel et logistique, pour justement matérialiser cet accompagnement, cette aide-là, l'aide que vous avez. Vous savez, il y a des fonds, il y a un fonds qui est dédié à ça, mais on sait comment ça roule. Moi, tout ce que je fais, c'est avec mes propres moyens. Je vais jusqu'à Zéro Corée, dans Massanta, dans Boké, dans Yomu, dans le Mali Yemberen, dans le Koubia, je pars partout. Est-ce que vous êtes découragé
Non, malgré je suis pas... cette aide qui tarde à venir de Vous savez, les gens qui viennent là-bas, certaines autorités qui viennent, ils viennent juste se montrer, se taper la poitrine avec des médias, soit disant c'est eux qui ont fait ci, c'est eux qui ont fait ça. Mais la réalité est là. C'est pour cela, moi, si je sors candidat aujourd'hui, ce matin, et d'ici 18h, je deviens président. Parce que je sais ce que je fais. La population est prête, elle veut un changement. Et ce changement, je suis sûr et certain que je peux les apporter. Donc vous pensez que ce changement doit s'opérer à la base? Exactement. C'est à la base qu'il faut commencer. C'est à la base qu'il faut tout démarrer. Et pour cela, il faut former les jeunes. Surtout. Il ne faut pas dire forcément la personne n'est pas diplômée dans telle université. Non. Les plus grands intellectuels, les plus grands riches, les richissimes d'hommes dans ce monde-là, c'est quand ils ont fini, c'est tout récemment qu'ils ont eu leur diplôme. Est-ce que dans l'environnement sur lequel vous avez porté votre choix, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de former des jeunes pour être des start-upers? Effectivement, moi j'ai une formation, mais je les forme sur leurs différents thèmes. S'ils sont informaticiens. D'accéder à cet outil technologique. C'est possible. Je fais ça à chaque fois parce que je suis expert en développement. C'est un peu mon domaine. J'ai formé plusieurs. Même les chauffeurs, je les ai apportés un quotidien. Pas possible. Les chauffeurs des gros porteurs. Parce qu'à chaque fois, les chauffeurs faisaient des accidents mortels. Donc on a tout fait. On a eu une formation. Il y a plus de 1500 chauffeurs, des poids lourds qui ont été formés. Donc ça, c'est un système que j'ai créé. Toute personne, même étant assis ici, je le contrôle. Si tu roules à 80 à 90 à l'heure, je reçois directement le message que tu as un certain allure. Directement, j'immobilise le camion et j'appelle le chef. Je dis, bon, ce monsieur veut vraiment créer un accident. C'est toi qui connais. Si tu le reprends toujours ou bien s'il crée des accidents, tu es coupable. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, ce sont des systèmes. Ces chauffeurs, ils ont été formés, ils ont reçu des attestations qui prouvent maintenant qu'ils peuvent travailler partout dans le monde. Des attestations qui est très moderne. Ils sont satisfaits. Aujourd'hui, les accidents ont diminué. Mais ce projet vient de moi. Est-ce que vous comprenez? Je suis à la base de ça. Mais je vois les gens profitent de tout ça. Donc c'est ainsi de suite. Que ce soit l'agriculture, l'informatique, la formation professionnelle. Je fais toutes ces formations. Donc, à vous écouter, M. Diallo, votre parti porte deux casquettes. La première, politique et professionnelle. Exactement. Donc, le parti a un caractère professionnel parce que vous accompagnez des jeunes pour qu'ils puissent s'insérer dans l'écosystème entrepreneurial. Alors, mais vous avez un obstacle. L'obstacle aujourd'hui s'explique par l'évaluation qui vient d'être faite par le gouvernement pour voir est-ce que les partis politiques aujourd'hui, ayant une assise politique importante ou bien un électorat très important, est-ce que dans votre cas, vous avez un électorat très important qui vous permet de vous propulser au moment opportun, au moment de l'élection locale et présidentielle, de porter votre candidature? Si vous voyez, quand on dit M. Siradio en Guinée, les gens savent de quoi je parle. Quand on dit M. Siradio au Sénégal, les gens savent qui je suis réellement. Donc la base est là. Si aujourd'hui je suis candidat aux élections présidentielles, je vous assure, au premier tour, je sors vainqueur. Ça, il n'y a pas de discussion. Donc, tous les politiciens qui sont là aujourd'hui, ils connaissent qui je suis. Donc, on attend le jour J. Si c'est possible, on va sortir, on va se présenter aux élections très prochainement et nous allons compétir. Sauf que malheureusement, ce n'est pas le critère établi par le CNRD pour être un bon parti, un parti ayant une assise politique très importante. Vous avez pour ça pour vous aider. Je vous donne, au moment où le président du CNRD, Dansa Kourouma, présentait à l'intention des ambassadeurs accrédités en Guinée, les membres du gouvernement, la société civile, à aucun moment on a entendu le nom de votre parti et même la force politique la plus importante, l'UFDG. On a entendu plutôt les anciens partis, LPG, comme on appelle PUP, PDG, RDA, que la jeunesse aujourd'hui ne connaisse pas. Vous savez, quand on dit qu'il y a une refondation, le président a tout dit. Le président de la transition a tout dit. C'est le terrain qui commande aujourd'hui. Ils peuvent sortir chaque jour sur les écrans pour dire le favoritisme est là, c'est vrai. Mais allons aux élections, c'est tout ce qu'on les demande. Si on part aux élections, c'est sûr et certain qu'il y aura une différence. Il y aura une différence conséquente. Il y aura une différence incontournable. Et le report, la date
de cette élection, sa date, a été reportée sine die. On ne sait pas quand. Parce qu'on a entendu l'actuel Premier ministre Bahouri dire il va y avoir un glissement du chronogramme de la fin de la transition. Mais plutôt, on fait en sorte que le référendum puisse se tenir le 31 décembre. Donc, à la place de la tenue de l'élection présidentielle, le gouvernement a eu la subtilité, la stratégie de tenir le référendum le 31. Et même la tenue de ce référendum-là, les gens restent embarrassés, suspicieux par rapport à sa tenue. Et ce que vous devez savoir, Oui. il y a le CNRD et il y a le gouvernement. Le CNRD, le 5 septembre, en moins d'un an de leur gouvernance, ont proposé leur cahier des charges selon eux. Le 30, écoutez-moi, écoutez-moi. Le CNRD, le gouvernement. Non, je viens. Oui. Je n'ai pas dit le contraire. Ah, mais il y a le CNRD et il y a le gouvernement. Oui. Le CNRD, qui est à la tête de l'État guinéen, Oui. on dit à la CEDEAO qu'ils ont souligné que le 31 décembre, qu'ils vont organiser les élections. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore entendu le contraire. On sait... Mais le contraire a été dit Non. par Bahouri. Écoutez, Oui. et vous savez, il y a le CNRD et il y a le gouvernement. Donc vous attendez le communiqué Voilà. venant de la part du CNRD. Surtout. Si le CNRD fait une communiqué, là on peut savoir vraiment qu'ils veulent faire un glissement. Donc Mais le au cas 31 contraire, décembre, vous le 31 n'attendez pas un référendum, mais vous attendez plutôt la tenue d'une élection présidentielle. Exactement, le 31 décembre 2024. Mais d'ores et déjà, on n'a pas encore vu les élections locales. Non, c'est que maintenant je vous dis... Et locales, rien n'a encore été tenu. Si le 31 décembre, Oui. exceptionnellement, passe et que les élections n'ont pas été organisées, nous allons nous concerter, nous allons trouver une solution pacifique, si vous comprenez. Nous sommes en Guinée. Mais il y a l'élection référendaire qui est en train de se profiler à l'horizon, d'autant plus que Non, vous savez... Kourouma nous a proposé et présenté ce projet, l'avant-projet de la nouvelle constitution. Oui. Donc c'est la preuve que le 31 décembre, ipso facto, c'est la tenue du référendum. Comme je l'ai dit dès le début de notre émission, je suis sûr et certain que le président Mamadi Doumbouya va sortir par la grande porte. Et il a intérêt. Vous y croyez? Je crois, parce que c'est un grand homme. Je sais qu'il va sortir par la grande porte. Le 31 décembre, il peut se retirer, il va organiser les élections. Il va sortir par la On ne grande va pas porte. revivre le scénario d'Addis. Non, nous ne le souhaitons pas. Vous savez, aujourd'hui, la Guinée, on est notre Levens aujourd'hui. On peut plus tromper, on peut tromper une fois, mais pas tout le temps. Vous savez très bien. Aujourd'hui, les gens sont venus, ils se sont bérés. Ouais. On sait comment ça est en train de rouler dans notre pays. Personne n'ose prendre la parole. On écoute tout le monde. On suit tout le monde. Les gens disparaissent. On ne les retrouve pas jusqu'à présent. C'est la psychose qui règne. Exactement. Oui. Mais je suis sûr et certain que les mois à venir, les semaines à venir, le général Mamadi Doumbouya va organiser les élections présidentielles et il va se retirer. S'il souhaite revenir, il va revenir et nous allons l'applaudir encore. Il peut être candidat. Mais si, exceptionnellement, je ne souhaite pas, je ne vais même pas aborder ce sujet, je suis sûr qu'il va organiser les élections. Qui vivra, Verra. Alors cela dit, on va parler, je le disais tout de suite là, comment se porte la démocratie en Afrique. On voit depuis un moment, il y a un conflit ouvert entre l'AES et la CEDEAO, l'Alliance des pays du Sahel, auquel font partir le Niger, le Burkina Faso et le Mali, notre pays frère, qui a décidé conjointement, ils ont même sorti un communiqué à cet effet pour notifier la sortie définitive de cette organisation sous-régionale qui est la CEDEAO. Alors, aujourd'hui, après leur sortie, ils ont décidé d'ériger cette confédération-là. Est-ce que vous croyez à l'avenir justement de cette union-là? Bon, vous savez, on avait commencé à débattre ça. Ouais. Le problème de la CEDEAO, la CEDEAO a un grand problème. Vous savez, le problème de la CEDEAO, c'est, on peut expliquer jusqu'à demain. Ouais. Le problème de la CEDEAO, ça ne va pas du tout. Le club est là. Je les appelle le club. Le club favoritisme. C'est-à-dire, quand un chef d'État veut forcer un mandat, on l'appelle, on dit, bon, hey, ne fais pas ça. Ah, ok, tu vas faire. Ah, ok.
Donc on n'est pas associés. L'essentiel, ils vont faire sortir un communiqué. Il y a eu combien de coups d'État? Donc vous voulez dire, M. Diallo, que le problème auquel la CEDEAO est confrontée, c'est ce qui a amené la création de l'AES. La CEDEAO ne doit pas être gouvernée par les présidents, M. Sissi. Nous sommes contre. Il faut des jeunesses très, très compétents, qui ont des financements. On dépose un système, on crée un système comme l'Union européenne, on peut dire. Oui. C'est-à-dire un système, une assemblée qui est installée. Gérée par des technocrates. Exactement. Mais les chefs d'État sont là, ils vont faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, on a vu ces trois pays ont des ressources. Ces ressources ont été pillées pendant des années, des siècles, on peut dire. Si vous partez au Mali aujourd'hui, ou bien au Burkina, moi j'ai été dans ces pays, je sais ce que la population endure aujourd'hui. Si vous voyez les mendiants qui se promènent dans les rues, si vous voyez le jeune qui s'est totalement découragé de l'avenir, si vous voyez aujourd'hui la majorité de la traversée du désert, c'est nos compatriotes aujourd'hui. Si vous voyez c'est-à-dire le Nicaragua aujourd'hui. Mais le dysfonctionnement de la CEDEAO, l'AES n'impute pas la responsabilité qu'ont nos chefs d'État qui sont qualifiés aujourd'hui comme l'association des chefs d'État, pour me répéter, mais plutôt aux puissances extérieures. Aujourd'hui, cette institution régionale est sous l'emprise de cette dernière. Bon, si on prend côté la puissance extérieure, on sait où on peut dire, on connaît où le problème vient. Le problème vient de très loin. Et c'est venu jusqu'à la CEDEAO. Oui, exactement. On connaît, il y a la guerre en ce moment dans certains pays. Okay. En Ukraine, bon, le dire. Exactement. Ouais. Il y a la crise qui est là-bas, il y a la grande puissance qui combat un pays. Okay. Donc il y a certains pays qui veulent combattre. Israélo-palestiniens. Exactement. Oui. Donc tout ça fait partie. Aujourd'hui, ils ont décidé d'aider ces pays pour qu'ils puissent sortir de l'ornière, pour prendre le vrai sens, la démocratie. C'est-à-dire la jeunesse peut prendre leur destin en main. Vous voyez leur monnaie qui circule aujourd'hui, je ne sais pas comment on appelle cette monnaie. Il fallait que les trois pays prennent leurs responsabilités. Pas seulement ces trois pays, il y a certains pays qui sont là, qui peuvent prendre aussi leurs responsabilités. Ces pays savent très bien. La Guinée. Bon. Vous croyez que la Guinée va se décider un jour d'être membre de l'AES? Bon, non, ça, je n'en disconviens pas. Ils peuvent ou ils ne peuvent pas. Okay. Vous savez, si l'AES est prête à bien gouverner le système là, tous les pays peuvent le rejoindre. C'est comme un parti politique. Il faut montrer des projets concrets. Si vous montrez ce projet, les gens vont adhérer obligatoirement. L'AES est concret puisqu'il s'adosse à quelque chose qui n'est pas viable. Comme c'est la Russie. Non, vous savez, la Russie est là pour ses propres intérêts. Il n'y a pas d'amis, ce sont des intérêts. La Russie est là pour les propres intérêts. L'autre puissance était là pour ses propres intérêts. Mais est-ce que l'AES comprend cela? Non, vous savez, la Russie n'est pas payée. La Russie, elle est là, elle vend, elle fait ses business. Si vous comprenez très bien. Ses business marchent. Mais c'est l'État, c'est pas l'État. Je vais essayer de vous aider. Parce que la Russie vend les armes. Ouais. C'est comme ça marche. Ouais. Les autres puissances avaient empêché que ces pays achètent des armes. Et ils les bloquent, ils ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas avoir des armes, ils ne peuvent pas acheter. Mais le pays, si tu n'as pas d'armes et que tu dois gouverner ton pays, mais tu vas être faible. Ouais. Et voilà pourquoi il y a des attaques, des rebelles qui sont créés un peu partout. Ils peuvent aussi former. Selon eux. Oui, les instructeurs russes. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, la Russie est venue. On voit plutôt les milices, la Wagner. Non, écoutez, c'est pas ça. Les milices sont insurgées, on peut appeler. Ce sont des puissances occidentaux qui les appellent les milices. Comprenez ça très bien. Mais eux, ceux qui viennent, est-ce qu'ils sont des démocrates aussi? Ceux qui étaient là premiers, ce ne sont pas eux les démocrates. Sachez ça. Moi, c'est comme je vois une personne, je l'appelle milice. Mais doit-on compter sur qui? Doit-elle compter sur qui? L'AES compte sur elle-même d'abord. Mais aujourd'hui l'AES compte plutôt sur la Russie. Non, la Russie, elles font des business avec. C'est pas seulement la Russie. Elle veut son autonomie, mais elle a du mal à s'en sortir. On a vu le massacre écoutez-moi très bien. Qui s'est perpétré tout récemment au Mali, au Burkina Faso. C'est que je vais essayer de vous aider. Oui. Il y a une crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques années. Oui. 15 ans, 14 ans comme ça. Ils ont accusé un président qui était là. Il était à La Haye. Oui. Il a été condamné, il a été jugé, il a été acquitté. Laurent Gbagbo. Exactement. Oui. Ce président, vous savez, il y a un système, il y a des médias occidentaux qui sont là, qui sont favorables à leurs propres intérêts. Ils déboursent des millions, des centaines de millions de dollars, d'euros, pour que ces médias font de la propagande. Aujourd'hui, c'est un téléphone
Ils peuvent dire que ce n'est pas un téléphone, que c'est juste une télécommande. Ils vont accentuer cette communication jusqu'à tout le monde va croire. C'est un téléphone qui est là. Si vous comprenez un peu, c'est la propagande, la communication. Aujourd'hui, c'est pour cela, l'AES et certains pays conscients, nous allons créer des médias qui parlent que de développement africain. Si vous comprenez un peu, c'est ça qui est le vrai combat. Nous sommes des pays africains, nous sommes ces jeunes engagés pour l'Afrique, pour la CEDEAO. Et justement la force à ce combat-là, on doit s'unir. Mais aujourd'hui, on voit plutôt la balkanisation, non, vous savez, la division. Quand on voit l'AES sortir de la CEDEAO, on doit se poser la question. Mais si ça ne doit pas... Parce qu'un an après l'expiration de leur sortie, la CEDEAO va prendre sa responsabilité. Vous savez, la CEDEAO, c'est qu'elle propose. Oui. Je sais très bien ce qu'elle propose. Oui. Il y a la circulation des libres, la libre circulation de la CEDEAO. Mais ça, ce n'est même pas concrétisé. Sur la vie de leurs je vais vous aider, M. dans Sissé. ces pays Je vais vous aider, M. Sissé. Je vais vous aider. On dit l'espace CEDEAO, oui, que tu peux circuler librement. C'est pas vrai. Tu ne peux pas circuler librement. On sait certains pays ici qui imposent les taxes dans les différentes frontières. Les contraintes douanières. Exactement. Même les propres citoyens ne circulent pas librement. Ils ont des problèmes à chaque fois. Ça, c'est pas du tout respecté. Sinon, quand vous avez une carte ou bien un passeport CEDEAO, il faut vraiment qu'on vous respecte quand vous séjournez dans d'autres pays de la CEDEAO. Aujourd'hui, si vous êtes en Europe, que vous êtes européen, mais vous partez partout où vous voulez en Europe. Mais d'accord, il y a la tracasserie douanière, mais leur sortie officielle, si la CEDEAO se décide de acter cette sortie, elle pourrait imposer encore d'autres restrictions qui vont impacter sur la vie des concitoyens de l'AES. Par exemple, la CEDEAO pourrait se décider d'instaurer le visa. Mais le visa est instauré dans certains pays. Écoutez-moi, il y a certains pays qui est là, qui instaurent la carte de séjour, qui est dans la CEDEAO ici, qui instaurent certaines taxes. On sait comment ça marche. Vous comprenez un peu. Le problème est que la CEDEAO peut prendre... La CEDEAO peut aussi convaincre la Banque mondiale, FMI, de refuser d'accorder certaines aides à ces pays. Vous savez, M. Sissé, concernant la CEDEAO, le monde a changé. Le système a totalement changé aujourd'hui. La Banque mondiale, on sait comment ça marche. On sait très bien comment ça marche. Aujourd'hui, les ressources que nous avons nous permettent de travailler, de travailler gagnant-gagnant avec certains pays. Aujourd'hui, le monde s'est totalement modernisé. C'est ça, je vous fais comprendre. Si la CEDEAO prend ces décisions, on va analyser, on va comprendre. Si vous voyez la monnaie qui circule aujourd'hui, cette monnaie est datée de 70 ans ou bien 79 ans. La date est déjà passée. Si vous comprenez très bien, la date est déjà passée. Mais, comme on le dit, qui vivra verra. Le temps a totalement changé. On va terminer par ça. L'enjeu dans ces pays de l'AES, l'Alliance des pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est la sécurité. Ces deux pays en train de se battre pour recouvrer leur liberté, pour avoir une souveraineté pleine et entière sur leur territoire. Mais ils ont du mal à y arriver. On a vu tout récemment le massacre qui a été perpétré au Mali. Il y a eu une douzaine de morts, selon les informations qu'on a reçues. Et tout récemment au Burkina Faso, il y a eu une centaine de morts. Je vais essayer de vous aider sur ce sujet. Vous savez, certains pays étrangers sont chez eux. Selon eux, ils prétendent qu'il y a plus de 100 à 200 morts. Ils peuvent venir dans votre propre pays, on dit, bon, il y a 1000 morts chez vous. Vous-même, vous êtes étonné. Ça trouve que c'est seulement la propagande. Mais on ne peut pas nier quand même, il y a eu quand même des morts. Écoutez, il y a eu quand même des morts. Il y a des hostilités aujourd'hui. Je suis totalement d'accord. L'armée malienne, burkinabé et les djihadistes, les rebelles. Vous voyez la guerre entre la Russie et l'Ukraine. De côté russe, si ce n'est pas le gouvernement qui fait sortir les informations, qui peut filmer? Qui peut faire sortir une information sans eux? C'est eux ou bien? En Ukraine, ils sont là, ils inventent des sujets, des chiffres pas possibles. Mais ici aussi, c'est la même chose. Moi, j'ai été dans ces pays, je connais la réalité. C'est-à-dire, on peut venir vous dire qu'aujourd'hui, ici, il y a plus de 1000 caméras. Pourtant, il y a mais tout récemment, c'est le communiqué de l'État malien qui a... Je suis totalement d'accord, mais j'ai vécu les faits. C'est-à-dire, on est là et on invente certains chiffres. Aujourd'hui, ces pays souffrent. Mais ce qui est factuel, M. Diallo, non, je viens. Ces pays-là n'arrivent quand même pas, malgré... Non, écoutez, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Ils avaient dit qu'ils ne pouvaient pas reprendre leur ville, que ce soit Kidal. Je pense que quand ils ont repris Kidal, est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre? Ils ont récupéré ce qui leur appartenait. Quand ils ont dit qu'ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas venir au nord. Entièrement. Ils ont Kidal.
Monsieur Cissé. Il n'y a rien là-bas en ce moment. C'est seulement la propagande. On sait très bien comment ça se passe. Mais encore des hostilités, on voit encore des résistants, des postes de résistance le président de la part des djihadistes. Les djihadistes, c'est certains djihadistes. On sait très bien qu'ils sont formés et fournis par certaines puissances étrangères. Ça, le président du Burkina avait souligné ça. Ils savent très bien. Donc, c'est djihadistes en œuvre. On a vu tout récemment l'Ukraine qui aurait donné des informations à ces groupes djihadistes-là pour comprendre la stratégie militaire des Maliens. C'est la raison pour laquelle ils ont réussi à maintenant, qui leur fournit des armes? On sait très bien comment ça marche. Les armes ne tombent pas du ciel. C'est un réseau bien organisé. Là, vous savez très bien, ces pays regorgent des ressources très importantes. Donc, c'est ça qui est tout le combat. C'est là le vrai problème. Aujourd'hui, comme ils ont décidé d'être unis, on les souhaite bonne chance et on les encourage. Mais le monde a changé aujourd'hui. Le nouveau système de la communication, leur ancien système, ça ne marche plus. Il faut un nouveau système. S'ils ont dit qu'ils ont élevé le chiffre, il faut qu'ils nous montrent. Effectivement, ils sont où? Ces cadavres sont où? Ou bien il y a eu tel ou tel problème. Mais en réalité, c'est cette conscience que nous devons prendre. On ne peut pas venir s'asseoir devant notre écran et mettre une information étrangère et c'est eux qui vont nous informer de ce qui se passe chez toi. Ça, c'est d'être mal informé. Alors, pour votre parti politique, la nouvelle génération pour la vision guinéenne, ce n'est pas de la propagande, c'est un fait, parce qu'on vous voit sur le terrain. Vous l'avez dit, comment se porte ce parti? Le parti se porte très bien. Le parti se porte hyper bien. Ça, je peux dire, je mets la main sur le cœur, je peux dire que le parti se porte bien parce que la stratégie a marché. La population a adhéré massivement. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Mais une fois que vous cliquez, vous allez voir. Aujourd'hui, toute personne que vous rencontrez, vous le dites, M. Siradio, dans toutes les régions. Ma politique, c'est à l'intérieur. Vous faites des allusions aux sympathisants. Je veux parler des militants. Effectivement, les militants sont disponibles. Je suis avec eux matin, midi, soir. Ils savent très bien. Et quand ils m'invitent, c'est en tant que politicien, pas en tant que citoyen. Est-ce que vous tenez une assemblée? Effectivement, l'assemblée virtuelle est là. C'est-à-dire, j'ai modernisé tout ça. C'est-à-dire, c'est pas devenu chaque tel jour, on vient faire de la propagande, appeler les gens, venir chanter. Non, c'est pas ça. Moi, j'opte pour une formation. Tu viens, tu es chauffeur, je te forme. Est-ce que vous avez réussi à massifier le parti? Effectivement, M. Cissé, il suffit... Vous êtes installé un peu partout sur toutes les étendues du territoire. Je peux dire dans les 25 partis... Dans les 25 villes de la République de Guinée, je me suis totalement installé. Aujourd'hui, les bureaux sont là. Lesquels? Et quand vous prenez la région de Bokeh, la région de Haute-Guinée, quelques préfectures, qu'on appelle ça en forêt, là-bas aussi, que ce soit Massantan, et à Kaloum, vous êtes connu, les 6 communes plutôt. Chaque jour, je vais à Kaloum. J'ai même les différentes délégations spéciales. Certains d'entre eux, les éléments, on se connaît très bien. Donc, à Conakry, là-bas, on sait très bien qui je suis. On sait très bien qui je suis, et donc là, mon cœur est totalement apaisé. J'ai fait ma mission. Et aujourd'hui, ce qu'il manque, c'est seulement les élections qui vont nous prouver qui est qui. Et à Dakar, vous avez une base, un siège? Mais à Dakar, je suis de Yombol. Vous prenez Tingédi, vous prenez Pikine. À Dakar, on a fait sortir plus de 2 millions, 1,5 million de Guinéens qui sont ici. Et quand on dit Siradio, toutes les associations. Écoutez, les associations que moi j'ai créées, il y a plus de 300 associations. Quand vous parlez de 2 millions. Écoutez-moi, je viens. Oui. Écoutez-moi, M. Sissi. Oui. Ici, il y a plus de 200 associations. Chaque association a plus de 2 à 3 associations qui est installée dans tous les différents quartiers, les grands quartiers de Dakar. Et depuis que je suis là en ce moment, je ne me repose pas. On m'appelle un peu partout. J'ai déjà rencontré plusieurs militants. Aujourd'hui où je vous parle comme ça, c'est cette émission. Sinon, j'étais à la rencontre de certains militants. D'où vient ce chiffre-là? Parce que moi, je vois, il y a une seule entité qui est compétente de donner le chiffre, non seulement des Sénégalais, mais aussi des étrangers. C'est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Exactement. Moi, je vais essayer de vous aider. Oui. J'ai essayé de moderniser. Il y a des groupes parallèles que j'ai créés. Chaque quartier a une association. Et cette association, je l'ai fait un système d'informatique. Ils sont enregistrés. Et quand ces groupes viennent, et on sait c'est combien de nombre qui est là. Oui. Tel quartier. Et imaginons qu'il y a des 1000 groupes. Ces 1000 groupes, moi je connais déjà le chiffre qui se trouve dans ces 1000 groupes. Parce qu'ils viennent dans les bus. Tout est organisé. Aujourd'hui, quand j'appelle ici une manifestation, aujourd'hui, je vais faire une cérémonie qu'on appelle ça au Grand Théâtre, concernant Dakar très bientôt. Ça, c'est une information.
Je suis là-dessus, mais quand même, il y aura une grande différence. La dernière question, comment faites pour financer vos activités politiques? Les activités politiques, ce sont les militants qui les financent. J'ai pas un poste de responsabilité pour dire que Sur la base de volontariat? Effectivement, c'est-à-dire quand je viens, je forme certaines personnes, ils travaillent, ils ont des ressources, ils ont des bénéfices, et ils me disent, c'est leur contribution. Donc c'est comme ça marche. C'est très simple. C'est-à-dire, on ne se casse plus la tête. Quand vous formez une entité, et cette entité a eu gain de cause, la récompense vient là. Et ils voient le retour parce que vous les formez. Exactement. Alors, voilà, merci d'avoir été... je pense qu'on a réussi à éplucher toutes ces questions-là. Exactement. Qui étaient à l'ordre du jour. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Sur la chaîne de Gamma TV, sur le plateau de Gamma TV. Okay. Merci d'être venu. Ok, merci vraiment. Je suis très ravi de votre invitation. Le message que j'ai aux Guinéens qui résident au Sénégal surtout, c'est de participer au développement de notre pays. C'est pas seulement de rester ici, c'est-à-dire, excusez-moi du terme, mais de saboter ton propre pays. Tu peux être là-bas, tu vas réussir. C'est pas de faire 15 ans, 10 ans ou 25 ans ici qui va changer la situation. Tu peux être dans ton pays, créer des grands projets et tu vas avancer, créer des emplois surtout. Ceux qui se trouvent à l'extérieur, je sais très bien, j'arrive, je suis en route, et j'ai déjà fait quelques tournées. Essayons de revenir chez nous, nous allons développer notre propre pays. Il ne suffit pas de dire que toi seul tu peux. Tu ne peux pas toi seul. Ce seul doigt ne peut pas toucher même ce micro, ne peut rien faire. Il faut une union. Et cette union, c'est nous, cette nouvelle génération, nous, cette nouvelle dynamique. Et c'est nous qui pourrons changer. Aujourd'hui, faites tout possible. Lancez-vous dans les projets de rêve. Vous allez changer la situation. Et voilà, c'est le présent de la nouvelle génération. Oser, c'est le savoir, c'est la réussite. Voilà, c'est le mot qui met fin à notre invitation. L'invitation, évidemment, que j'ai eue avec M. Siradio Diallo. Il est le président du parti La Nouvelle Génération pour la Vision Guinéenne. Vous avez entendu son point de vue par rapport à la démocratie guinéenne et aussi comment la démocratie africaine se porte. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez suivre cette émission, comme d'habitude, allez-y sur YouTube et Facebook, sur notre plateforme. Et je remercie mon équipe qui ne cesse de m'accompagner, M. Ouri et aussi M. Telly. Merci de nous avoir suivis et le programme se poursuit. Au revoir.